solidarité et protection, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a remis ce matin la carte de pupille de la nation à 31 enfants dont les pères, chauffeurs et apprentis ont été victimes d'attaques terroristes sur la route de Caille. Conformément à la vision du président de la transition Assimi Goïta, ces enfants bénéficient désormais d'un accompagnement complet de l'État qui s'engage à ne laisser personne de côté. Sécurisation renforcée, un nouveau camp militaire opérationnel à Djema pour protéger la région du Karta. Après l'inauguration du camp de Kita, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, Sadio Kamara, inaugure un autre camp stratégique à Djema. Sur 500 hectares, le 44e régiment d'artillerie y est désormais installé, renforçant le maillage sécuritaire, une étape majeure dans la lutte contre l'insécurité et la protection des populations. Lutte contre l'exploitation illégale, le Mali crée une brigade spéciale des mines pour sécuriser un secteur clé de l'économie nationale. Le gouvernement adopte une ordonnance créant une brigade spéciale des mines sous l'autorité du commissariat chargé des activités minières. Cette initiative vise à assainir le secteur et mettre fin à l'exploitation illégale. Dans un entretien exclusif à l'ERTM, le ministre des Mines détaille les missions, l'organisation et le fonctionnement de cette nouvelle unité. Approvisionnement en carburant au Mali, plus de 500 camions citernes réceptionnés à l'Office malien des produits pétroliers et la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence déploient des contrôles renforcés dans les stations-service pour en garantir la disponibilité, prévenir toute rupture et assurer un approvisionnement stable et sécurisé sur l'ensemble du territoire national et surtout lutter contre la désinformation. Et pour être tout à fait complet dans ce journal, nous recevons ce soir comme invité le directeur général du Centre de coordination et de gestion des crises Secogec, colonel Issa Raoul Dabo. Avec lui, il sera question de la gestion du carburant et la fausse information qui circule quant à une crise de carburant au Mali. Bonsoir mon colonel. Bonsoir. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je vous reviens tout à l'heure avant de passer ces quelques reportages. Bonsoir mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien de l'information sur ORTM 1. Ouvrons ce journal par la diplomatie et la coopération internationale. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a reçu ce matin la nouvelle coordinatrice résidente du système des Nations Unies et coordinatrice humanitaire au Mali. Une visite de courtoisie au cours de laquelle la diplomate onusienne est venue recueillir les orientations du chef du gouvernement sur les priorités nationales de développement et les défis à relever. Le Premier ministre a salué l'engagement constant du système des Nations Unies aux côtés du Mali. Nous écoutons la coordinatrice résidente à sa sortie d'audience au micro de Mamari Koné et Alou Touré. Ce matin, c'est vraiment bien sûr de rencontrer pour la première fois pour moi le Premier ministre pour partager aussi les priorités des Nations Unies qui est la priorité aussi du gouvernement et bien sûr aussi j'ai voulu entendre son conseil pour les Nations Unies, ce que le peuple a besoin. Donc je commençais à prendre un peu les défis mais aussi les potentialités pour les Nations, pour le travail des Nations Unies. Donc j'étais ici pour partager aussi mes sentiments et de ce que j'ai vu et bien sûr j'espère ma vision aussi de travailler ici. On est ici pour soutenir le pays d'appliquer les priorités nationaux. OK? Et ça c'est pour le développement durable. Donc je vis par exemple le besoin d'éducation, la santé, l'économie, les énergies, donc tout ça, on est là pour appuyer la priorité des pays. Et parce que la solidarité nationale reste au cœur des priorités des autorités, une attention particulière est accordée aux victimes du terrorisme. 31 enfants mineurs de chauffeurs et apprentis victimes d'attaques terroristes sur l'axe de transport des hydrocarbures vers Caille deviennent officiellement pupilles de la nation. Le Premier ministre a remis ce matin les cartes de pupilles aux bénéficiaires, un geste fort qui traduit la volonté des autorités de ne laisser aucun Malien au bord du chemin, conformément à la vision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Nous restons avec Mamari Koné et Alou Touré. Une minute de silence en la mémoire des victimes de la crise sécuritaire et des carburants dans notre pays. Une semaine après l'adoption du projet de décret accordant les statuts de pupilles de la nation à 31 enfants mineurs de chauffeurs et d'apprentis victimes d'attaques terroristes lors du transport des hydrocarbures, le Premier ministre chef du gouvernement remet la carte de pupilles aux bénéficiaires.
C'est un moment plein d'émotions et de reconnaissance à l'endroit de ceux qui ont tout donné pour la patrie. Cette cérémonie traduit la volonté du gouvernement, sous le leadership des plus hautes autorités du pays, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, de renforcer les mécanismes de protection sociale et soutenir les familles touchées par des situations de vulnérabilité. Elle illustre également notre engagement constant en faveur de la justice sociale, de la solidarité nationale et de la protection de l'enfance. La prise en charge des pupilles de la nation ne constitue pas uniquement une action sociale. Elle représente un investissement dans l'avenir du Mali. Les chauffeurs et transporteurs du Mali saluent cet acte du gouvernement qui apporte beaucoup aux chauffeurs, comme l'immatriculation des blessés à l'Agence nationale d'assistance maladie ARAMED, ainsi que la décoration de certains acteurs. Je suis très ému par cette geste très symbolique de la part du gouvernement. C'est l'occasion de saluer une fois encore Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, et le président de la République. Parce que si vous constatez depuis le mois de septembre, où il nous a pris des promesses à partir du 13, et il y a eu des protocoles qui ont été signés, et c'est suite à cela auquel nous sommes en train de vivre ce moment très très bien pour nous. Et ça ne fait qu'à nous encourager à exercer mieux notre boulot. Pour le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est un devoir pour l'État de se porter aux côtés de chaque Malien. Ces enfants, selon le général de division Abdoulaye Maïga, constituent l'avenir de la nation. Notre République a le devoir moral et historique de vous accompagner, de vous protéger, de veiller sur vous. Être pupille de la nation signifie que l'État, dorénavant, demeure et devient votre famille élargie. La prise en charge des pupilles de la nation est une expression concrète de la solidarité nationale malienne. Elle rappelle que notre pays est une communauté de destin, comme le rappelle fréquemment le chef de l'État. Personne ne sera laissé de côté. Malgré les épreuves, votre avenir est porteur d'espoir et d'espérance. Et la nation croit en votre potentiel et en votre capacité à contribuer au développement de notre pays. L'éducation et la formation constituent les clés de votre réussite et de votre autonomie. Et soyez rassurés que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour vous offrir les conditions de votre épanouissement. Votre courage et votre dignité sont une source d'inspiration pour toute la nation et vous incarnez la résilience et l'espoir de notre pays. En honorant les pupilles de la nation, nous honorons également les valeurs de sacrifice, de patriotisme et de loyauté envers le Mali. Le Mali restera toujours aux côtés de ses enfants, ensemble dans l'unité et la solidarité, et nous continuerons de construire un Mali digne, souverain et prospère. À noter que l'ONAPUMA, Office national des pupilles en République du Mali, a pour mission de veiller à la protection et à la prise en charge des pupilles. Au Mali, il existe deux sortes de pupilles, à savoir les pupilles de la nation et les pupilles de l'État. Bonne nouvelle pour l'approvisionnement en carburant. Je le disais en titre, plus de 500 camions citernes chargés d'hydrocarbures ont été réceptionnés à l'Office malien des produits pétroliers. Cette opération vise à renforcer la disponibilité du carburant et à contribuer à la stabilité de l'approvisionnement sur le marché national. Un reportage de Youssouf Diakité. Le gouvernement du Mali reste déterminé à poursuivre l'approvisionnement correct du pays en hydrocarbures. L'une des matérialisations de ce projet s'est larvée ce vendredi 13 mars 2026 d'un convoi de 529 citernes précisément. L'information a été recueillie auprès du Bureau des produits pétroliers du Mali. Par ailleurs, l'assurance a été donnée qu'on ne saurait parler de rupture parce que, dit le Bureau des produits pétroliers, le carburant est disponible dans toutes les stations-service. L'appel est donc lancé à l'ensemble de la population malienne sur toute l'étendue du territoire national de rester sereine, en tout cas en ce qui concerne le carburant, parce que, disent-ils, toutes les dispositions sont prises pour la satisfaction totale des consommateurs. En outre, le gouvernement en appelle à la conscience collective pour éviter la rétention des stocks. Dans la même foulée, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes informe l'opinion publique et les transporteurs qu'à compter
de ce jour, vendredi 13 mars 2026, un rationnement du ravitaillement des véhicules gros porteurs sera mis en place. Cette mesure limite le ravitaillement à 600 litres de gasoil par véhicule pour une durée de 72 heures. Ce rationnement sera géré via l'application mise en place par la Direction générale du commerce. Cette décision a été prise en accord avec les opérateurs pétroliers à l'issue de la 17e réunion hebdomadaire qui s'est tenue ce jeudi 12 mars 2026 au ministère de l'Industrie et du Commerce. Et je le disais en début de journal, nous recevons ce soir comme invité le directeur du Centre de coordination et de gestion des crises à Secogec, colonel Issa Raoul Dabo. Avec lui sera question de la gestion du carburant et de la fausse information qui circule quant à une crise de carburant au Mali. Mon colonel, bienvenue encore une fois. Merci. Alors, vous venez de voir dans le reportage de Youssouf Diakité, il y a des citernes qui sont là, mais avant il y avait du carburant quand même. Mais qu'est-ce qui explique cette ruée vers les stations d'essence à Bamako? D'accord, merci à vous. La ruée, c'est surtout une consommation de panique. Et cette consommation de panique, elle est consécutive à des fausses informations, des rumeurs qui ont été relayées et qui ont entraîné un afflux massif et soudain au niveau des points de vente et des stations-service. Cette ruée soudaine a créé de l'attente au niveau des stations et non un manque réel de produits en hydrocarbures. Donc la cause, c'est fake news. Fake news. D'accord. Bien. Et quelle est la situation réelle du gasoil? On parle également de pénurie. Est-ce qu'il y a pénurie au niveau du gasoil? On vient de le voir à travers l'élément que nous avons réceptionné 525 citernes aujourd'hui. Et sur les 525 citernes, 60% sont constitués pratiquement de gasoil. Donc à ce jour, on ne saurait parler de pénurie de gasoil. Nous sommes à flux tendu, ce qui a été constaté ces derniers jours. Mais cependant, à partir de ce qu'on voit, il n'y a pas de pénurie de gasoil que nous pouvons signaler au niveau des points de vente. Et juste que voilà, les formalités vont se faire pour que les approvisionnements soient faits au niveau des stations au bénéfice des différentes populations. Et quelle est aujourd'hui la situation des stocks et ça peut couvrir combien de temps, mon colonel? Du 1er au 13 mars, au niveau des différents cordons, 1637 citernes ont été escortées grâce aux efforts du gouvernement et les efforts consentis par l'état-major général des armées pour l'escorte des convois et au niveau des différents corridors. Ça, c'est pratiquement une tendance qui est la même sur les mois de janvier et de février. Donc à ce jour, nous sommes en mesure de dire que les approvisionnements, les mesures de disposition sont prises pour assurer un approvisionnement continu du pays et les efforts sont consentis à ce niveau et régulièrement les stocks sont vérifiés par nos différents services. Il faut quand même être prudent, mon colonel. Quelles sont les mesures prises par l'État pour garantir la stabilité et éviter toute pénurie? Pour garantir la stabilité de l'approvisionnement, d'abord il y a l'organisation des escortes qui s'est fait au niveau de la défense pour assurer l'approvisionnement du pays. Il y a les mécanismes de suivi qui sont développés au niveau de la Direction générale du commerce et de la concurrence pour suivre l'approvisionnement effectif au niveau des stations. Les dispositions ont été prises au niveau du cordon douanier. Tout ceci au décours des réunions du comité interministériel lorsque nous étions au courant des mois de novembre, décembre et même en janvier. Et vous venez de le dire, c'est la 17e réunion qui se tient au ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est-à-dire que nous avons des réunions hebdomadaires qui se tiennent avec l'ensemble des acteurs, y compris les opérateurs, pour faire un suivi régulier de la situation d'approvisionnement du pays, voir les insuffisances par endroit, prendre des dispositions rapides par rapport à ces insuffisances et éventuellement assurer la continuité des approvisionnements. Il faut tenir compte également de la situation internationale. Je veux parler de la guerre États-Unis-Israël contre l'Iran. On voit déjà une flambée du prix du baril sur le marché international. D'accord. Avant la situation internationale, c'est par rapport au mécanisme toujours. Il y a des comités régionaux de gestion des crises et catastrophes qui sont mis en place au niveau de chaque région, pilotés par le gouverneur, pour faire le suivi des approvisionnements à ce niveau. Bien entendu, le monde est tributaire de tout ce qui est flux internationaux et fort probablement beaucoup de pays sont déjà impactés. Nous sommes dans une posture d'anticipation selon les instructions des plus hautes autorités et des rencontres sont en cours pour dégager l'impact et les enjeux que ce conflit pourra avoir sur notre pays et éventuellement apporter les solutions qu'il faut.
Je vous invite à suivre également ce reportage et pour s'assurer que cet approvisionnement profite effectivement aux consommateurs sur toute l'étendue du territoire national. Alors, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence mène actuellement une mission de supervision dans plusieurs stations-service. Objectif, vérifier la disponibilité du carburant, prévenir toute rupture et s'assurer que les stations sont correctement approvisionnées. C'est un reportage de Benoko Fofana. Comme une traînée de poudre, la rumeur s'est répandue sur la capitale malienne très tôt ce matin, annonçant une pénurie d'essence, créant ainsi la psychose au sein de la population. Les citoyens se sont précipités vers les stations de service afin de se ravitailler en essence. De quelle source est venue la nouvelle? Personne ne saura le dire. Pour couper court à cette nouvelle, une équipe mixte composée des agents de la Direction régionale du commerce, de la sécurité et du SECOGEC s'est rendue sur le terrain pour sensibiliser la population et vérifier les stocks disponibles dans les stations. Nous avons été vraiment étonnés parce qu'à notre niveau, il n'y a pas de problème au niveau de l'approvisionnement du pays en essence. Sur la base des rumeurs, les gens se sont attroupés devant les stations pour pouvoir s'approvisionner en carburant. Donc nous-mêmes, lorsque nous sommes venus sur le terrain, les stations que nous avons eu à visiter, partout où nous sommes passés, nous avons trouvé qu'il y a de l'essence. Nous avons trouvé dans certains endroits, on a trouvé il y a plus de 74 000 litres d'essence. Il y avait une citerne garée à côté qui n'avait pas de place pour pouvoir mettre le carburant. Nous rassurons encore la population parce que la préoccupation des plus hautes autorités, c'est quoi? C'est de chercher vraiment à donner vraiment satisfaction à la population. Il ne veut pas voir cette population fatiguée faire les rangs devant ces stations et pourtant il y a des carburants. Parce que les mesures sont prises. Nos femmes font tout vraiment pour sécuriser les convois, pour amener le carburant. Même pas plus tard qu'aujourd'hui, cet après-midi, on a reçu un convoi de plus de 500 camions citernes qui sont arrivés à Bamako aujourd'hui. Ici à Bako-Djikoroni, les clients rencontrés dans l'une des stations de ce secteur se disent rassurés des informations données par le directeur régional du commerce et ont pu s'approvisionner sans aucune difficulté. Le matin, j'ai pris du carburant sans problème. Peu de temps après, j'ai entendu des rumeurs sur la pénurie. Une fois ici, j'ai été fort surpris que ce n'est pas le cas. Évitons les rumeurs. Soyons sereins. Voilà, soyons sereins et ça ira, Inch'Allah. J'ai été alertée par mon mari de la pénurie. Heureusement que la nouvelle n'était pas fondée. Pour la sécurité de la population, Fousséni Bamba invite les uns et les autres à éviter le stockage du carburant. Ceux qui n'ont pas de carburant, d'essence, peuvent venir s'approvisionner dans les stations-service. Il n'y a pas de problème. Ceux qui en ont, qu'ils continuent vraiment à vaquer à leurs occupations, il n'y a pas d'inquiétude. Quand il y a une situation comme telle, les gens vont chercher vraiment à venir prendre des carburants pour aller les stocker. Ça, ce n'est pas une bonne façon de faire les choses. Donc nous devrons rester sereins, rester derrière nos autorités. Donc s'il y a quelque chose, attendre le communiqué vraiment du gouvernement. Aujourd'hui, avec l'arrivée de plusieurs camions citernes dans la capitale, les autorités du pays assurent la sérénité chez les Maliens. Voilà mon colonel, les stations sont approvisionnées selon la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence qui mène actuellement une mission de supervision dans plusieurs stations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez enregistré des spéculations autour du carburant? Si oui, quelles sont les mesures prises pour faire face à ces spéculations? Il faudra d'abord rappeler que les plus hautes autorités ont plusieurs fois notifié l'ensemble des efforts consentis pour approvisionner le pays. Et par rapport à la spéculation, elle est souvent consécutive à la rétention. Des actions fortes sont entreprises par rapport à cela. Il s'agit de faire preuve de fermeté et de mise en garde contre les fausses informations, les cas de rétention, les cas de spéculation. Et c'est aussi de rappeler que les interpellations se font régulièrement et quotidiennement par rapport à ces cas avérés que nous rencontrons. Effectivement, nous avons des cas de spéculation, mais les services de sécurité de la Direction générale du commerce et de la concurrence sont à pied d'œuvre pour veiller sur ça. Et les missions de supervision sont quotidiennes pour pallier à ces cas que nous rencontrons ça et là. D'accord. Pour terminer, est-ce que vous avez aujourd'hui un message pour rassurer les citoyens et éviter la panique, bien sûr? C'est de demander à la population qui a fait preuve de résilience à la demande des plus hautes autorités, de faire confiance à ces autorités. C'est de les solliciter aussi de faire preuve de discipline.
C'est-à-dire ne pas garder les stocks au niveau des familles. Éviter la discipline, c'est surtout d'éviter cette consommation de panique qui permettra de faire des surstocks, des surconsommations qui ne sont pas nécessaires forcément. C'est de demander aussi de faire une gestion rationnelle des différents stocks en évitant la consommation de panique, de respecter les mesures édictées qui sont toujours faites à travers des communiqués du gouvernement. Et on demande aux usagers aussi de reprendre les habitudes normales de consommation et d'éviter de faire des stocks à domicile qui sont souvent source de sinistres et même des sinistres mortels. Tout à fait. Merci beaucoup, mon colonel. Je rappelle que vous êtes le directeur du CECOGEC, colonel Issa Raoul Dabo, qui était notre invité ce soir. Merci beaucoup, mon colonel. Merci. Suite donc de ce journal, dans l'élan de sécurisation du territoire national, les autorités poursuivent le renforcement du dispositif militaire. Le maillage sécuritaire se renforce davantage dans la région de Caille après l'inauguration récente du camp militaire de Kita. Un nouveau camp vient d'être opérationnalisé à Djema, construit sur une superficie de 500 hectares. Il accueille déjà le 44e régiment d'artillerie, une avancée importante pour la sécurisation du Karta et de l'ensemble du territoire. Les précisions avec Abdoulaye Sakou. À la guerre, l'audace est le plus beau calcul du génie. 5 nouveaux camps modernes inaugurés en une année. De l'ingéniosité, de la témérité et du pragmatisme, les autorités de la transition en ont. Une semaine après l'inauguration du camp de Kita, le chef suprême des armées, à travers son ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, offre un nouveau camp bâti sur une superficie de 500 hectares au 44e régiment d'artillerie de Djema. L'artillerie, l'arme qui ouvre la voie, protège les frères d'armes et impose la décision. Par ses fruits, les habitants du Karta ont connu la grandeur de l'arbre qu'est la transition malienne. Ce nouveau camp dont il est question aujourd'hui permettra sans nul doute de mettre à disposition de nos forces de défense et de sécurité des infrastructures adéquates et dignes de nom. Notre joie est aujourd'hui sans limite. Un pas, encore un autre pas, et chaque pas nous rapproche de la souveraineté et du maillage sécuritaire plus étendu du pays. Le camp que nous inaugurons aujourd'hui, bâti sur 500 hectares, il n'est pas seulement un camp, il est une forteresse moderne, une plateforme de projection de puissance, un point d'ancrage de la force de frappe de l'armée de terre dans la 4e région militaire. Le 44e régiment d'artillerie sera doté de matériel d'artillerie de dernière génération, capable de livrer des feux précis, puissants et dévastateurs, de jour, de nuit, à tous les temps. À travers ce régiment, l'armée de terre affirme clairement que tout ennemi identifié sera frappé et que nul ne trouvera refuge face à la puissance de feu des forces armées maliennes. Gouverner, c'est servir. Le général de corps d'armée Sadio Kamara sait mieux que quiconque que la préparation est aussi importante que l'action et des infrastructures de qualité sont indispensables pour une armée efficace. Conformément à la vision du chef de l'État, la carte militaire est en train de s'aligner avec la carte des ressources stratégiques du pays. La répartition géographique des forces armées et de sécurité reflète désormais la géopolitique interne du Mali. Ce camp est avant tout le symbole d'un État présent, déterminé et engagé dans sa mission fondamentale de garantir la sécurité et la souveraineté du Mali. Les douleurs d'hier se sont transformées en force d'aujourd'hui. Depuis le Karta, le chef d'orchestre sous le leadership du chef suprême des armées lance un message sans équivoque. Je tiens à le dire ici avec force, le Mali éternel a trop longtemps plié. Le Mali éternel a trop longtemps résisté. Il est resté sur la défensive pendant de longues années. Désormais, il va de l'avant, il redéploie ses ailes. Il a repris l'initiative et s'est mis dans la posture du chasseur, ne laissant que deux choix aux ennemis de la paix: rejoindre la grande famille nationale
pour refonder ensemble notre belle patrie que le monde entier nous envie. Ou alors courir pour toujours sans jamais s'arrêter jusqu'au jour inévitable où nos forces les enverront au repos éternel. Tout comme lors de la pose de la première pierre, le ministre d'État chargé de la Défense a sacrifié à la tradition, à rendre visite aux légitimités traditionnelles. Mais le chef du village, qui avait béni le premier acte, a tiré sa révérence entre-temps. Il est certainement fier de là où il est, de voir ses vœux concrétisés. Tout à fait, Abdoulaye Sako. Parlons à présent d'un secteur clé de l'économie nationale, les ressources minières. Face à la recrudescence de l'exploitation illégale, le Mali se dote d'une brigade spéciale des mines. Le projet d'ordonnance portant sa création a été adopté lors du dernier Conseil des ministres. Objectif, mieux encadrer le secteur, protéger les ressources nationales et lutter efficacement contre les activités illégales. Pour mieux comprendre les missions de cette nouvelle brigade, le ministre des Mines a accordé un entretien exclusif à l'ORTM et c'est avec Bourama Traoré. C'est une grande première au Mali, une brigade spéciale des mines pour traquer les exploitants illégaux. Le Conseil des ministres de ce 11 mars acte la création de cet outil de répression, une décision présidentielle bien motivée et qui vise à mettre de l'ordre dans un secteur stratégique. L'exploitation illégale est en train de prendre un caractère structuré, organisé, qui appelle aujourd'hui d'autres dispositifs de lutte. Nous avons compris donc qu'il faut des techniques d'enquête plus spécialisées, qu'il faut aussi plus de coordination entre les services administratifs, judiciaires et aussi les forces de l'ordre. C'est pourquoi le gouvernement a décidé donc d'implémenter une disposition qui avait été prise par le corps minier en application bien sûr des recommandations, des assignations des recommandations qui appelaient donc l'État à lutter efficacement contre ces fléaux. Et donc c'est pourquoi il a été décidé de la création de cette brigade spéciale des mines. La brigade spéciale des mines confirme l'engagement des autorités à structurer davantage l'économie malienne autour de ses ressources naturelles. Il s'agit aussi de renforcer l'arsenal juridique contre les infractions persistantes dans le secteur. La brigade spéciale des mines, placée sous l'autorité du commissaire chargé d'activités minières, va être commandée par un commandant de brigade qui va être nommé par décret du président de la République. Elle va avoir une composition mixte aussi, parce qu'elle sera composée d'officiers et d'agents de police judiciaire qui seront seuls habilités à constater les infractions, à faire les poursuites judiciaires et aussi procéder à des arrestations. L'autre composante, ce sont les agents issus des forces armées et de défense qui ne sont pas bien sûr OPJ, et qui vont donc être chargés de la sécurisation des sites miniers et qui vont aussi protéger les équipes d'enquête. La brigade spéciale des mines va aussi fonctionner en parfaite adéquation avec le système judiciaire pour réussir la grande opération d'assainissement du secteur qui reste l'une des mamelles de l'économie nationale. Ça va renforcer. La brigade spéciale des mines a une compétence nationale. Elle peut intervenir sur n'importe quelle partie du territoire national. Et ensuite, elle va contribuer à protéger notre environnement. Elle va aussi participer aux actions de réhabilitation des sites miniers. Elle est conçue pour qu'elle puisse avoir au-delà donc de sa mission de répression, participer à tout ce qui est action de sensibilisation. C'est aussi de mener les enquêtes, c'est de procéder aux arrestations, c'est de procéder à la saisie des équipements qui concourent à la commission des infractions. Le peuple malien peut être rassuré. Rassurés de la détermination des pouvoirs publics d'exercer tout leur pouvoir pour réduire l'image du secteur minier et rassurer les potentiels investisseurs de faire le pari du Mali. Comme on le dit en Bambara, il y a des ressources minérales au Mali. Il y a une législation bien structurée
qui encadre l'exploitation des ressources minérales. Il y a bien sûr des investisseurs nationaux et étrangers qui ont encore de l'argent, qui veulent investir dans ces secteurs. Mais nous disons qu'il n'y a pas de place pour ceux qui n'ont pas l'expertise, pour ceux qui n'ont pas les ressources nécessaires pour faire cette exploitation, qui y viennent uniquement pour faire de la spéculation. Donc c'est pourquoi nous rassurons les acteurs, les vrais acteurs du secteur, et tout ce qui est en cours. C'est vraiment pour faire en sorte que les opérateurs miniers puissent travailler en toute sérénité, en toute tranquillité. Il ne va rester que ceux qui doivent rester dans ces secteurs, ceux qui vont produire de la richesse, ceux qui vont créer des emplois. Créer des emplois pour la jeunesse malienne, une autre préoccupation essentielle des autorités nationales, et le secteur des mines apparaît comme l'arme la plus efficace pour absorber le taux de chômage des jeunes. Et pendant ce temps, les travaux du comité interparlementaire de l'UEMOA se poursuivent. Les participants à la 57e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA examinent le rapport annuel 2025 sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union. Un rapport jugé globalement encourageant par le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop. Un reportage de Nyanya Traoré et Moulay Sidibé. La présente rencontre s'est située dans le cadre de la tenue de la 57e session ordinaire du CIP UEMOA, dont les travaux ont démarré ce lundi à Bamako. Dans le rapport annuel 2025 sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union, on fait état du bilan des acquis en matière de paix et de sécurité, de développement humain et de citoyenneté, entre autres. Nous avons passé en revue avec les honorables députés tout ce que nous avons fait au courant de l'année 2025 sur les politiques sectorielles et sur tout ce qui concerne le renforcement du marché commun. Dans tout ce qui a été dit, toutes les questions sont rattachées, tous les commentaires sont rattachés aux préoccupations des populations. Et ils ont particulièrement insisté aussi sur le chantier paix et sécurité. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons ce qui se passe dans notre espace et nous avons également recueilli leur analyse, leurs commentaires qui nous permettront d'avancer pour avoir un espace communautaire sécurisé pour le bien de nos populations. L'Union a énormément progressé en 2025 au niveau de tous les axes concernant bien sûr l'activité de la commission de l'UEMOA. Et nous sommes heureux de savoir que dans nos préoccupations, beaucoup sont donc pertinentes et seront prises certainement en compte par la commission dans les perspectives d'évolution bien sûr de l'Union dans l'année 2026 et bien sûr les années à venir. La capitalisation et l'amplification des acquis demeurent l'un des principaux défis à relever par l'UEMOA pour maintenir son modèle réussi d'intégration. Et pour y parvenir, le comité interparlementaire de l'organisation sous-régionale multiplie des actions concrètes en faveur des populations des États membres. Je demande à nos populations de continuer à croire à cette union qui apporte beaucoup de choses à nos États, dans différents domaines, dans la gestion économique, dans la disponibilité du marché financier sous-régional, dans la définition et la mise en œuvre de politiques sectorielles. Nous avons des documents importants que nous avons élaborés, une vision 2040 sous l'orientation de nos chefs d'État qui trace un destin commun pour notre Union à l'horizon 2040, avec des éléments de vision qui vont permettre d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Cette séance a enregistré la présence de Diarra Raki Talla, représentant le président du CNT, le général de corps d'armée Malik Diao. On notait également à ses côtés au présidium notre compatriote Lassine Boiré, commissaire au sein de la commission de l'UEMOA. Aussi, les institutions poursuivent leur consultation pour mieux prendre en compte les attentes des populations. Après plusieurs missions de terrain dans les 6 arrondissements du district de Bamako, le Conseil économique, social, environnemental et culturel a présenté la synthèse des préoccupations recueillies auprès des populations. Cette étape constitue une base essentielle pour l'élaboration du rapport 2026 de l'institution. Aliou Abdoulaye Touré pour le compte-rendu.
À l'issue des missions de collecte des besoins, attentes et préoccupations des populations dans les 6 arrondissements du district de Bamako, le Conseil économique, social, environnemental et culturel entame la phase de synthèse régionale. Cette étape vise à élaborer le rapport 2026 du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Cette démarche du CESEC trouve son fondement dans la Constitution du 22 juillet 2023. Ce rapport est adressé au président de la République, au Premier ministre et au président des 2 chambres du Parlement. Il procède avec le gouvernement une fois par an à l'évaluation des suites réservées aux recommandations du rapport. Article 165. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel fidèle à sa mission constitutionnelle a mené des consultations approfondies dans les sites communes du district de Bamako. Ces échanges directs avec les citoyens, les jeunes, les femmes, les acteurs économiques et les communautés ont permis de recueillir un grand nombre d'aspirations et de propositions. Aujourd'hui, nous consolidons ces résultats pour produire un document fiable et représentatif. Cet exercice, le Conseil économique, social, environnemental et culturel entend faire remonter la voix des populations afin d'orienter les politiques publiques à travers son rapport 2026. Et le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du lundi 16 mars 2026, journée de Laylatul Qadr, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Place maintenant à la promotion des droits des femmes et des filles à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires du Mali a organisé une conférence débat consacrée aux droits des femmes et des filles. La rencontre soutenue par la coopération suisse s'est tenue autour du thème « Agir pour un avenir sûr et équitable dans un Mali résilient, unifié et souverain ». Un compte-rendu de Maïmouna Guindo. Dans une salle comble rassemblant des femmes venues des 4 coins du pays, le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires REFAM s'est fixé pour le 8 mars une mission claire, passer des engagements aux actions concrètes. Pour marquer ce tournant décisif, l'organisation a tenu une conférence débat autour d'un thème évocateur, droits des femmes et des filles, agir pour un avenir sûr et équitable dans un Mali résilient, unifié et souverain. L'objectif est sans équivoque, renforcer la promotion et la protection des droits des femmes et des filles. Nous visons les objectifs suivants. Soutenir la compréhension du thème national de cette année à travers des débats multi-acteurs. Formuler des recommandations pour orienter les actions à entreprendre en soutien aux droits des femmes et des filles. Élaborer un plan d'action interne pour les femmes pour la mise en œuvre d'au moins 3 actions en soutien aux droits des femmes et des filles. À un moment clé de la rencontre, tous les regards se sont tournés vers l'invité d'honneur, le ministre de la Justice, installé au premier rang. Sa présence n'avait rien d'anodin. Dans les mains de ce département se trouvent en grande partie les leviers capables de transformer les textes en véritables instruments de protection. Le message adressé aux gardes des Sceaux a été direct et sans détour. Les États généraux ont formulé 11 recommandations et 17 actions prioritaires. Entre autres recommandations, je peux rappeler ici le renforcement de la législation pour protéger les droits de la femme et des filles, l'amélioration de l'accès à la justice pour les femmes et les filles victimes de violences. C'est le rôle de l'État de veiller à l'intégration croissante et constante de cette réalité, non seulement dans la conception des politiques publiques, mais aussi dans leur mise en œuvre effective. Je voudrais me féliciter de l'élaboration du premier document de politique genre du ministère de la Justice et des droits de l'homme, mais également de la désignation des points focaux genre dans les juridictions et services centraux. Il s'y ajoute la prescription formelle des infractions contre les genres et des circulaires à l'attention principalement des procureurs généraux et procureurs de la République pour une lutte farouche contre les infractions liées au genre. Face à cette interpellation, l'engagement du ministre s'est voulu ferme. Il réaffirme sa volonté de tout mettre en œuvre afin de faire avancer les réformes nécessaires. Pour le REFAM, toutefois, l'essentiel reste à venir. Le véritable succès de cette conférence de débat ne se mesurera pas au discours,
mais à la concrétisation des réformes tant attendues. Et si les responsabilités mondiales étaient majoritairement assumées par les femmes, la plupart des crises dans le monde seraient évitées. C'est en ces termes que le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé lors d'un panel consacré au rôle des femmes diplomates, une initiative qui a permis de mettre en lumière l'influence croissante des femmes dans la diplomatie. Les détails avec Mariam Koni. Dans une atmosphère empreinte de convivialité et de réflexion, l'Association des femmes des affaires étrangères a organisé un panel de haut niveau réunissant des personnalités du monde diplomatique. Un cadre privilégié d'échange autour du rôle et de la contribution des femmes dans la diplomatie. Être femme et diplomate, c'est souvent devoir exceller 2 fois plus. À travers cette rencontre, notre association réaffirme son engagement à soutenir, valoriser et promouvoir les femmes des affaires étrangères et de la coopération internationale, afin qu'elles occupent pleinement la place qui leur revient dans les sphères de décision. Le chef de la diplomatie malienne a loué les qualités des femmes diplomates de par leur capacité de dialogue et leur engagement en faveur de la paix. Ce sont les voix douces et convaincantes. Si nous écoutons davantage les femmes, cette meilleure moitié de l'humanité, je suis persuadé que la plupart des crises que le monde traverse auraient été évitées. C'est pour cette raison que nous devons ensemble continuer à travailler afin que les femmes occupent davantage de postes de responsabilité et de niveaux décisionnels. Cette rencontre a été marquée par les interventions remarquables de Traoré Roukiatou Guikine, ancienne ministre et ambassadeur, et Julienne Sanon Dambélé, ambassadeur du Burkina au Mali, qui ont mis en lumière les défis mais aussi les opportunités qui s'offrent aux femmes dans différents domaines. Parlons maintenant en développement agricole. La deuxième phase de l'approche CHIP vient d'être lancée. Ce programme vise à promouvoir une agriculture orientée vers le marché, à renforcer la sécurité alimentaire et à attirer davantage d'investissements dans le secteur rural. Reportage à Mamadou Fani. Passer de la posture produire pour vendre à celle de produire et vendre, c'est la mission que s'est assignée le projet CEP. La deuxième phase du projet qui vient d'être lancé aujourd'hui pour une durée de 4 ans est financée par le gouvernement japonais à travers la JICA pour un montant de plus de 700 millions de francs CFA. L'approche CEP vise à renforcer davantage les capacités opérationnelles des agents de vulgarisation agricole pour améliorer la qualité des activités. Au regard des résultats satisfaisants de la phase pilote, le Japon a accordé le 9 septembre dernier le financement à hauteur d'environ 769 millions de francs CFA sur le fonds de contrepartie japonais KR de la deuxième phase du projet intitulé « Mise à l'échelle de l'approche CHEP au Mali ». Dans son intervention en ligne depuis Dakar, le coordinateur régional de l'approche CEP a déclaré que la réussite de cette approche réside sur l'engagement de tous les acteurs et sa coordination apportera son expertise technique pour la réussite du projet. Pour rappel, l'approche CHEP a été introduite au Mali en février 2019. L'objectif est d'établir un lien étroit entre la production et les capacités d'absorption des marchés en ancrant les pratiques agricoles dans les exigences réelles du marché. Le projet vise plus spécifiquement l'amélioration des rendements agricoles, l'augmentation de la production, de la productivité et de la commercialisation, la hausse significative des revenus et la digitalisation du système de suivi des activités agricoles. La deuxième phase de l'approche CEP couvre les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et Bamako. À terme, il permettra d'atteindre 1 million de petits producteurs d'ici 2030.
Et la coordination nationale des organisations paysannes a procédé au lancement d'un projet destiné à promouvoir un système alimentaire plus inclusif et capable de résister aux effets du changement climatique, prévu pour une durée de 2 ans dans les régions de Kaï-Kita et dans le district de Bamako. L'initiative met en action particulier sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Ce projet s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la souveraineté alimentaire au Mali. Mohamed Sangaré pour le reportage. Ce projet intitulé Consolidation d'un système alimentaire agroécologique inclusif et résilient au changement climatique au Mali émane d'une volonté profonde des producteurs locaux. Porté par la coordination nationale des organisations paysannes SENOP, il constitue une réponse concrète aux défis posés par l'instabilité climatique dans notre pays. La transition agroécologique pour restaurer la santé de nos terres et produire une alimentation saine sans dépendance excessive aux intrants chimiques coûteux. L'inclusion, parce qu'un système alimentaire ne peut être résilient sans la participation active et valorisée des femmes et des jeunes ruraux. La résilience pour renforcer nos capacités d'adaptation face aux chocs climatiques et garantir que demain, chaque Malien puisse manger à sa faim. Les partenaires techniques et financiers se réjouissent de ces lancements officiels. Ils réaffirment leur engagement à accompagner la SENOP et l'ensemble des acteurs de terrain dans la mise en œuvre de ces solutions durables. Ces projets visent à accompagner cette transition en travaillant autour de 3 axes principaux. Le premier, renforcer les capacités organisationnelles et techniques de la CNOP en tant que représentant du mouvement paysan. Renforcer les capacités des producteurs et productrices envers la pratique agricole durable, adaptable au climat. Et promouvoir les systèmes alimentaires inclusifs, où les femmes et les jeunes jouent un rôle central dans la production, la transformation et la commercialisation. C'est un grand honneur pour la coopération espagnole de partager cet espace exceptionnel. La promotion de la sécurité et de la souveraineté alimentaire occupe une place stratégique dans la coopération espagnole au Mali. Elle est fondamentale pour nos efforts communs en faveur d'un développement durable et inclusif. Les régions de Kaï, Kita ainsi que le district de Bamako constituent les zones d'intervention prioritaires. Nos services techniques régionaux seront mobilisés pour un suivi rigoureux afin que chaque action profite directement aux producteurs. Prévu pour une durée de 24 mois, le projet place stratégiquement les femmes et les jeunes au centre des chaînes de valeur. Et dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a effectué hier jeudi une visite à Katifarada. Il y a partagé la rupture collective du jeune avec les populations dans une atmosphère de fraternité et de solidarité. Le ministre a saisi cette occasion pour appeler les Maliens à rester unis et à continuer d'apporter leur soutien aux forces armées maliennes face aux défis que traverse le pays. Et le ministre des Mines était dans l'arrondissement de Kalaban-Koro, entouré des autorités locales. Il a profité de l'occasion pour informer ses convives sur les grands chantiers de son département. Aminata Brema Ouedrago et Djemba Moussa connectés pour les différents reportages. Dans la lumière douce de la fin d'après-midi, les membres de la brigade citoyenne s'affairent aux derniers préparatifs. Tables alignées, tasses fumantes et regards tournés vers l'horizon, tout doit être prêt pour accueillir un invité de marque venu partager la rupture collective du jeune dans le cadre de l'initiative Sungalo Solidarité. L'hôte attendu n'est autre que le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Dans ce quartier de Katifarada, l'ambiance est à la fois solennelle et chaleureuse. Une communauté mobilisée, enthousiaste et profondément attachée à la cause nationale attend avec impatience de rompre le jeûne aux côtés du ministre. Profitant de cette rencontre fraternelle, le ministre d'État rappelle toute la portée du mois béni du Ramadan. Selon lui, cette période sacrée invite chaque croyant à se recentrer sur l'essentiel, la foi, la solidarité et le partage avec son prochain. Le mois de Ramadan nous rappelle que le vrai bonheur réside dans la foi, dans
le partage avec autrui. La solidarité est une valeur profondément enracinée dans nos valeurs. Sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, présent la transition chef de l'État, le gouvernement œuvre pour promouvoir et pérenniser cet élan de solidarité. Donc je me réjouis de partager cette rupture collective organisée avec un esprit de fraternité, de solidarité et de tolérance. Mais au-delà du message spirituel, le chef du département de la Défense lance un appel à l'unité nationale. Devant les habitants de Kati Farada, le général Camara exhorte les Maliens à resserrer les rangs face aux menaces qui pèsent sur la nation. Il est important qu'on se donne la main pour pouvoir avancer ensemble, surmonter les difficultés ensemble. Les ennemis de la paix vont continuer leurs manœuvres. Ils vont essayer de tout faire pour nous distraire et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant parce que c'est avec l'aide de Dieu et puis le soutien de la population que nous arrivions petit à petit à faire avancer le Mali. Ville garnison stratégique, Kati compte aujourd'hui 13 quartiers. À cette occasion, le secrétaire général de la mairie de Kati a plaidé pour un élargissement des sites de distribution de Sunkalo Solidarité, qui ne couvre pour l'instant que 4 zones de la ville. Le général Sadio Camara a assuré avoir pris bonne note de cette requête. Il promet de transmettre la doléance aux autorités compétentes afin d'étudier la possibilité d'étendre l'initiative, symbole de solidarité en ce mois de Ramadan. Au portail du vestibule de Kalabankoro, lieu emblématique, témoin de tous les événements majeurs de l'arrondissement, prend place le ministre des Mines. Initialement venu pour une rupture collective, il a aussitôt transformé la scène en une véritable masterclass. C'est un moment de plaisir intense, mais c'est aussi un grand honneur pour nous d'être avec certains de nos concitoyens dans la pure tradition malienne de fraternité. Nous avons parlé des épreuves auxquelles notre pays est confronté aujourd'hui, de toutes les actions qui sont en cours et qui donnent espoir à notre population. Et j'ai notamment évoqué, pour ce qui me concerne, tout ce qui est en train de se faire au niveau du secteur minier sous l'impulsion du chef de l'État. Ce qui m'a le plus plu dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit que l'or brille désormais pour le Mali. Et ça, il est venu avec un exemple concret, frappant. Et ça, à nous, maires, maintenant, de bien gérer pour que ça brille pour toute la population malienne. Vraiment, c'est la 4e fois pour la population de Kalabankoro de recevoir un membre du gouvernement durant cette 3e édition de Sunkalo Solidarité. Le ministre des Mines a exprimé sa vive satisfaction quant à la qualité de l'organisation, pilotée avec rigueur par le Conseil communal de la jeunesse. Et l'Institut de pédagogie universitaire enregistre plusieurs avancées importantes. 3 programmes de master opérationnel et 4 maquettes de doctorat ont été validés grâce à la création de nouveaux départements d'enseignement et de laboratoires de recherche, des acquis rappelés à l'ouverture de la 7e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. Tchemoro Konate. Gouvernance académique et scientifique en pleine révolution à l'Institut de pédagogie universitaire. Les avancées enregistrées ces dernières années au sein de l'établissement sont multiples et variées. On retient volontiers la création des départements d'enseignement et de recherche, en plus d'un laboratoire et de l'élaboration d'un règlement intérieur devant servir de cadre de référence. Des acquis auxquels se greffe la diversification de l'offre de formation. 3 programmes de master sont actuellement opérationnels dans le domaine de l'évaluation de politiques et programmes éducatifs
et la pédagogie et la didactique des disciplines. 4 maquettes de doctorat ont été validées par le conseil d'administration couvrant les domaines de la pédagogie universitaire, de l'ingénierie de la formation, de la didactique disciplinaire et de la gestion de l'école en mode décentralisé. Ce programme constitue une avancée majeure dans le développement de l'offre doctorale et dans le renforcement de la recherche au sein de l'Institut. Toutefois, force est de reconnaître qu'en dépit des efforts consentis auprès de l'école doctorale, la convention relative au démarrage effectif de ces formations demeure en souffrance. Nous demeurons néanmoins confiants quant à l'aboutissement prochain de ce processus. En matière de formation doctorale, dont le cycle actuellement en cours à l'IPI arrive à son terme, l'année 2025 a été marquée par une activité particulièrement soutenue. 360 thèses soutenues, contre moins d'une centaine les années précédentes. Un chiffre inédit qui témoigne de l'engagement de l'IPI à assainir et à apurer progressivement le nombre de formations doctorales en cours. Environ, aujourd'hui, 300 doctorants sont actuellement en phase finale et attendent la programmation de soutenance. Le bilan présenté montre que l'Institut a connu au cours des dernières années une évolution institutionnelle significative. L'initiative de création du certificat d'aptitude professionnelle en pédagogie universitaire et en didactique CAPIDI constitue une démarche pertinente qui mérite d'être encouragée. Je voudrais vous rassurer que le département accorde une attention particulière à cette initiative. Les services techniques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique seront instruits d'examiner les modalités permettant de consolider ces dispositifs afin qu'ils puissent à terme contribuer pleinement au renforcement des compétences pédagogiques des enseignants du supérieur. Il s'agit donc pour la direction générale de l'Institut de pédagogie universitaire de consolider les acquis pour mieux se projeter dans le futur. Toute proposition allant dans ce sens est la bienvenue. Ainsi se présente le centre d'intérêt de cette 7e session ordinaire du conseil d'administration de l'établissement. Les acteurs du secteur de l'artisanat se sont réunis à Bamako pour la 25e session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, une rencontre consacrée au bilan des actions menées et aux perspectives de développement du secteur. Le budget à 2026 de l'APCM, arrêté à plus de 700 millions de francs CFA, sera soumis à l'examen et à l'adoption des membres. Souma Ouaïdara et Abdraman Dokatraoré. L'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali marque une pause pour faire le point de ses activités. Réunis en assemblée consulaire, les membres ont passé en revue les avancées, analysé les défis et dégagé les perspectives. Il s'est agi surtout d'adopter le budget 2026, un budget en nette augmentation par rapport à 2025. À travers la vision Malikura Nyetasira Kabesan Bafila Nibiorani Sabama, assortie de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable SNED 2024-2033, en termes de prévision au titre de l'année 2026, le budget de l'Assemblée permanente des chambres de métiers est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 709 218 912 francs CFA, soit une augmentation de 47,86% par rapport au budget de 2025. Les capacités de production et de compétitivité des artisans ont été renforcées par l'acquisition en 2025 des kits solaires au profit de 300 artisans et entreprises artisanales. Nul doute que la récente distribution de 1500 kits alimentaires aux acteurs de l'artisanat et l'autorisation accordée à chaque département ministériel de faire consacrer la somme de 100 millions de francs CFA de son budget à la production nationale viennent également consolider la résilience des artisans. Cette 25e session offre ainsi aux artisans l'opportunité de consolider les acquis et de préparer de nouvelles actions pour dynamiser les secteurs afin de répondre favorablement à la commande publique qui va donner un nouveau souffle au secteur. Et faire de l'Office du Niger le moteur de la souveraineté alimentaire, c'est l'ambition affichée par le nouveau président directeur général de l'institution, Dr Samba Bokari Tungara, qui a rencontré les cadres de la structure à Ségou pour présenter sa feuille de route. Ramata Konate et Karamogo Traoré.
Mobilisation générale à l'Office du Niger pour la souveraineté alimentaire. Le président directeur général de la structure croit en la capacité de ses collègues pour relever ce défi et bien d'autres, comme l'aménagement des terres. Ce dernier est estimé à 144 000 hectares, soit moins de 10% du potentiel irrigable par gravité de l'Office du Niger. Nous devrons retrousser les manches pour que l'Office du Niger cesse d'être vraiment un potentiel pour devenir le moteur de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Pour que l'Office du Niger devienne une source de création de richesses nationales. On importe beaucoup, alors qu'on a les capacités de produire davantage pour notre population et pour exporter. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons l'appui des très hautes autorités du pays. C'est à nous de faire le travail. Pour y arriver, la stratégie du président directeur général sous la houlette des autorités du pays repose sur plusieurs piliers. Nous avons suffisamment de terres, nous avons suffisamment d'eau, nous avons suffisamment de compétences. Si on met tout ça ensemble honnêtement et de façon intègre, on doit pouvoir produire pour notre population. Nous allons mettre en place un vaste programme d'entrepreneuriat agricole des jeunes. Formation, incubation, appui à l'installation sur des aménagements qu'on va réaliser. Les producteurs, de façon générale, constituent un axe prioritaire de la vision du nouveau président directeur général. Nous allons surtout créer un climat de confiance aussi avec les producteurs. Il faut que les problèmes fonciers soient résolus, il faut que les problèmes d'entrants soient résolus, toutes les difficultés qu'on connaît, qu'on puisse y trouver des solutions. Ça, c'est ce que les hautes autorités attendent de l'Office pour que nous produisions davantage pour nous-mêmes et pour la sous-région. Dans un contexte difficile marqué par des défis multiples, mais à portée de main, l'espoir est permis avec l'engagement des parties, États, producteurs et partenaires du secteur, cela pour mieux orienter les actions dans les 7 zones de production de l'Office du Niger dès la prochaine campagne agricole. Dans l'espace AES, plusieurs réformes se poursuivent. Au Burkina Faso, le gouvernement a décidé de créer la société publique Yenega Holding, dotée d'un capital de 10 milliards de francs CFA pour financer les projets structurants de l'État. Par ailleurs, 300 emplois seront créés dans les universités publiques et les centres de recherche. Le point du Conseil des ministres avec Bienvenue Taosan. Pour mieux gérer les ressources publiques, notamment détenues par les banques, le gouvernement burkinabé crée une nouvelle société, la société anonyme Yenega Holding Burkina Faso. Elle doit veiller à ce que les ressources des banques servent au financement de projets structurants de l'État dans divers domaines, dont celui de l'industrie. Yenega Holding Burkina Faso, c'est un capital de 10 milliards de francs CFA, porté à 51% par l'État et 49% par les démembrements. Avec la holding, nous allons aboutir à une mutualisation d'un certain nombre d'actions, notamment des actions liées au développement des systèmes d'information des banques et établissements financiers concernés, des actions liées à la gestion même de la liquidité bancaire, des actions liées également à certaines plateformes comme les plateformes de monétique et même l'action commerciale. L'exécutif burkinabé opte pour une gestion axée sur les résultats. La holding qui aura pour ancrage le ministère en charge de l'économie et des finances va porter toutes ses parts de l'État et de ses démembrements. Le capital social de la holding est de 10 milliards et porté à 51% par l'État et 49% par les démembrements, dont 10% pour la Caisse nationale de sécurité sociale, 10% pour la Caisse autonome des retraites des fonctionnaires, 10% pour la Loterie nationale du Burkina, 5% pour les fonds burkinabés de développement économique et social et 4% pour la Société nationale des hydrocarbures SONAP. Et pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le gouvernement adopte la création de 300 emplois au profit des universités publiques, des grandes écoles et du Centre national de recherche scientifique et technologique. Une décision qui fait suite à une performance historique. Le Burkina Faso a présenté par l'entremise
des institutions d'enseignement supérieur de recherche et ISR, 328 candidats pour des inscriptions aux différentes listes d'aptitudes. Et il faut dire que sur les 328 candidats, nous avons enregistré 318 inscrits, ce qui donne un taux de succès de 96,95%, plaçant ainsi le Burkina en tête donc, de tous les pays qui avaient présenté donc, les candidats à ce concours CAMES. Et sur les 300 postes créés, 135 inscrits ont été nommés aux différents grades. Pour le premier grade, c'est-à-dire le grade de maître assistant et de maître de recherche, nous avons 166 emplois qui ont été donc créés. Au niveau donc du grade intermédiaire, à savoir les maîtres de conférences et les maîtres de recherche, il y a 95 emplois qui ont été créés et la nomination a été également consacrée pour ces emplois. Et enfin, pour le grade terminal, à savoir donc les professeurs titulaires et les directeurs de recherche, là nous enregistrons 40 nouveaux emplois, donc avec également leur nomination. En matière d'enseignement supérieur et de recherche dans l'espace CAMES, le récent classement montre ainsi un indicateur vert pour le Burkina Faso et une position de leader. Au Niger, le président du Conseil consultatif de la refondation a reçu la haut-commissaire assistante des Nations Unies pour les réfugiés. Les échanges ont porté sur la protection des réfugiés et les solutions durables face aux déplacements forcés. Un compte-rendu de Djamila Amadou. En visite de travail à Niamey, Mme Rouvantrini Nénik Diwela, haut-commissaire assistante des Nations Unies pour les réfugiés, chargée de la protection, a été reçue ce jeudi par le président du Conseil consultatif de la refondation, Dr Mahmoudou Harouna Dingare. Au cours des discussions, l'accent a été mis sur l'ancrage des priorités de protection des personnes déplacées dans les réformes institutionnelles et législatives, le renforcement du cadre juridique et politique relatif à la protection des civils, ainsi que l'intégration progressive des réfugiés et des déplacés internes dans les systèmes nationaux d'éducation, de santé et de protection sociale. Et j'ai eu l'occasion donc de remercier le président au nom de la communauté internationale humanitaire du fait que le Niger a accepté avec autant de compassion et de générosité des milliers de réfugiés qui, depuis des décennies ici, qui ont été assimilés à la communauté locale, qui ont eu accès aux mêmes services, aux mêmes bénéfices que les communautés locales. On a aussi parlé de la dimension régionale des flux migratoires, parce qu'il y en a beaucoup des migrants et des réfugiés qui passent, qui transitent à travers le Niger pour atteindre la Méditerranée éventuellement et puis pour essayer de traverser en Europe, pour les empêcher d'entreprendre des voyages très dangereux, très hasardeux pour essayer d'atteindre l'Europe. Le Conseil consultatif de la refondation et le Haut Commissariat des réfugiés ont réaffirmé leur engagement commun à promouvoir une approche intégrée liant protection, inclusion et développement durable dans le respect de la souveraineté et de la stabilité du Niger. Qui met un terme à cette édition de l'information. Retenez que l'actualité nationale reste marquée par des initiatives fortes dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité, du développement économique et de la solidarité nationale. Nos grands-pères disaient que la rivière ne se moque pas du petit ruisseau qui la rejoint. Autrement dit, chaque contribution compte dans la construction d'une nation forte et unie. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition de l'information toujours plus complète sur l'actualité nationale et dans l'espace AES. Très bonne soirée à toutes et à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants,
épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. ni sungalo ina nyumaya nafa ka bon ni marsikalo kile tan saba fila ani mugani woro na ke yita ni pani ka duru charge wala ni mu mona ke mo ko na ke di franga soro ku ba ke awi mali rezo ben yoche ay ke ri chamanta yasa ka se ka frangan chama soro na wali manawi ay ke ri ki maflalata ku ba afrika matelo ke nan ke di frangan di oma ku ba ke awi mali rezo ben yoche sungalo kalo ila horoma kalo yi Move Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle. Nene 5 ans client Macrowas la kabini ni Macrowas mo ye baradam ne ñon bolo alantie na nimisi wasara parce que ponctualité be poubelle diran ma fou ka bara qualité kañ et depuis ko nya adam ne ma problème soro Allô mana plobilo allo korotumu nama eni fama ma akira fama ide yendone sura imando yene do ni yara biya masala man ki sangoro tatin togola